Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a des petites infos sur la 7800 XT, on a également des histoires d'A770 qui disparaissent, et puis également tout plein d'autres trucs juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence avec les prix qui baissent du côté du matos informatique. Alors c'est pas vraiment une très grande surprise, on le sait. Cette année, les ventes de matériel informatique sont plutôt basses. Il y a aussi un côté cyclique, il y a aussi tout ce qui est inflation, et il y a aussi en partie des tarifs qui sont pas vraiment spécialement intéressants par rapport à ce qui est proposé du côté des GPU principalement, puisque du côté des processeurs c'est quand même beaucoup plus raisonnable on va dire. Mais c'est vrai que du côté des nouvelles générations de GPU, ça a quand même été hyper compliqué. Donc là, par exemple, du côté des GPU, on a vu que les 7900 XT, bon ça on le sait maintenant depuis un moment, ça a quand même énormément baissé de prix. En quelques mois, on a perdu environ 20% au niveau du tarif par rapport au prix de base, ce qui la rend beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était à sa sortie. Et bien là, on a maintenant la 7900 XT qui baisse aussi de tarif, puisqu'elle est passée, même en Europe chez nous, aux alentours des 1000 €, alors que d'ordinaire elle se maintenait beaucoup plus aux alentours des 1100 depuis quelques mois. Pour les GPU de nouvelle génération, c'est un petit peu pareil. On a testé la RX 7600 dernièrement, et bien on a déjà vu que celle-ci a déjà baissé de tarif d'environ 20 balles, puisque même chez nous en France, on peut la trouver aux alentours des 280 € au lieu des 300, qui est le prix normalement conseillé, avec un jeu offert, ce qui la rend tout de suite un petit peu plus intéressante que son prix de base. La 4060 Ti, bon là c'est aux États-Unis, ça commence déjà à baisser de prix également, puisque c'est une baisse de 20 balles là aussi. Alors certes 20 balles c'est pas énorme, mais c'est toujours une baisse quand même très rapide pour une carte qui vient de sortir. Donc bon, que ce soit la 4060 Ti ou la 7600, c'est pas hyper surprenant. La grosse critique qui a été faite pour ces cartes là, c'est qu'elles sont sorties à un tarif trop élevé par rapport à ce qu'elles proposent. Du coup que la 4060 Ti commence déjà à baisser, personnellement je suis pas vraiment surpris. Et du côté des GPU d'ancienne génération, on a également vu que les tarifs baissent énormément, tout simplement parce qu'il y a la nouvelle génération qui arrive, et même si celle-ci n'est pas forcément hyper intéressante, ça a un impact sur le marché global. On a vu que ça avait surtout commencé avec l'arrivée de la 4070, et bien là on voit que la 4060 Ti et la future 4060 qui devrait débarquer dans quelques jours, ça a déjà un impact sur le marché aussi, puisque par exemple on a vu de très bons deals même en France avec la 3060 Ti qui est passée à 300 balles dans certaines boutiques, et c'est vrai que ça en fait un performance prix vraiment très intéressant et beaucoup plus pertinent dans l'ensemble que les GPU de nouvelle génération. Alors cette semaine c'est un petit peu plus calme que les semaines précédentes, mais il faut pas oublier non plus que chez nous, on a les soldes qui arrivent pour le 28 juin, c'est un petit peu plus tôt que d'habitude, et je serais pas vraiment surpris qu'il y ait du déstockage ou des tentatives de déstockage sur certaines références de GPU, donc gardez un œil quand même si vous êtes intéressé pour acheter une nouvelle carte graphique, même si c'est de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme. S'il y a moyen de trouver de la 6700 XT ou de la 3060 Ti à très bon prix, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de pas sauter dessus à l'heure actuelle. Et on passe ensuite du côté de chez Intel avec l'Arc A770 édition limitée, qui apparemment est arrivée en bout de course puisqu'elle n'est plus produite et elle a été délistée de la part d'Intel. Alors, plusieurs choses à prendre en compte, déjà c'est pas la 770 de manière générale qui ne sera plus vendue, c'est juste le modèle fabriqué par Intel. Alors apparemment aux États-Unis la carte était déjà difficilement trouvable depuis quelques temps, c'est vrai que chez nous en France par exemple on la trouve à l'heure actuelle pour 300 balles il me semble chez Grosbill, ce qui est un tarif pas totalement inintéressant pour l'Arc A770, et c'est vrai que du coup on se doute bien qu'une fois que ce stock là sera écoulé, la carte ne sera plus disponible, donc après il restera quelques fabricants qui fabriquent de l'Arc A770,
comme Acer, et on a également Gunir, mais c'est vrai que du coup ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de trouver des A770 dans le commerce, puisque jusqu'ici, les plus communes, c'était quand même les cartes fabriquées par Intel. Donc on verra bien comment le marché évolue de ce côté-là pour les GPU de chez Intel. Par contre, on devrait toujours trouver de l'A750 de chez Intel pendant que les stocks perdurent. De toute façon, je pense que déjà d'emblée, les cartes étaient nommées édition limitée, même si ça a tenu quand même très longtemps. À la base, je pense que c'était pas prévu pour durer aussi longtemps peut-être. Mais bon, je pense qu'il y avait un stock qui avait été commandé, qui a été fabriqué, et je pense qu'Intel avait dès le départ prévu de ne plus en fabriquer par la suite pour laisser la main à ses partenaires. Donc je ne serais pas vraiment surpris que pour l'A750 ce soit la même chose, tout du moins pour les modèles fabriqués par Intel d'ici quelques temps. On passe du côté des GPU chinois avec Moortreads. Alors Moortreads, on en a déjà parlé quelques fois par le passé, c'est un des fabricants de GPU, je dirais, les plus prometteurs entre guillemets en provenance de Chine, et c'est vrai que de ce qu'on avait entendu dire jusqu'ici au niveau des drivers, c'était quand même hyper compliqué. Et bien on voit que ça évolue tout doucement, puisque par exemple maintenant, il y a les S80 et S70 qui commencent à pouvoir faire tourner Crysis 3. Alors là, par exemple ici, c'est la liste des jeux supportés par ces cartes graphiques, et là forcément vous vous dites c'est pas beaucoup, et c'est vrai que c'est pas beaucoup, et c'est là aussi qu'on se rend compte que le plus compliqué avec les GPU, c'est pas forcément fabriquer le matos lui-même, c'est plutôt le côté software, et on voit que du coup, on comprend aussi par certains côtés que les GPU Intel, c'est déjà quand même hyper impressionnant que pour une première génération, ça se passe aussi bien, entre guillemets, puisque ça aurait pu être aussi bien pire, mais c'est vrai qu'on voit qu'Intel continue quand même de bosser régulièrement avec ses drivers et tout ça. Bon, pour Moortreads, pour les GPU chinois, je pense que ça va prendre du temps aussi, mais c'est quand même encourageant de voir que ça bouge un petit peu du côté de la concurrence sur les GPU. Alors, du côté de chez Intel, côté processeur maintenant, bon, on a déjà entendu dire depuis quelques temps que la génération 14, ce serait un refresh de la génération 13. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de performance, puisqu'on a aussi entendu dire qu'on devrait possiblement avoir environ 20% de performance en plus, principalement sur le multithreading. Par contre, en gaming, à mon avis, ça va être compliqué d'avoir autant. Si on a 5-10%, ce sera le bout du monde, je pense. Et donc au niveau des dernières fuites, ce qu'on entend dire, c'est que le lancement de la génération 14, ça commencerait à partir du mois d'octobre. Pour les versions K, on aurait ensuite les versions non K en novembre et décembre, donc c'est un planning de lancement un petit peu plus rapide que pour la génération 13. Et donc ce qu'on entend dire, la génération 14 est déjà en production à l'heure actuelle, donc ça devrait arriver relativement rapidement après l'été. Alors après il y a aussi la gamme Sapphire Rapid qui aura un refresh également. Sapphire Rapid, c'est tout ce qui est les Xeon de nouvelle génération qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Eh bien on devrait avoir un refresh déjà en début 2024. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, on parle également de Meteor Lake H et S. Alors Meteor Lake H, c'est pour les PC portables, ça devrait être disponible pour la fin de l'année. Par contre, Meteor Lake S, c'était la version pour PC de bureau, et bien celle-ci est apparemment totalement annulée. Par contre, on devrait voir débarquer Eurolake S, donc là, ce serait la vraie nouvelle génération, donc la génération 15 très probablement, qui devrait arriver pour les PC de bureau, probablement pour la fin d'année 2024. Donc pas vraiment de grosses surprises ici, c'est juste que le calendrier semble se préciser de plus en plus, et dans l'ensemble, ça paraît relativement logique ici. Et on passe du côté des GPU chez AMD avec Navi 32. Alors Navi 32, on l'attend, je dirais, depuis un bon moment. C'est, je dirais, le milieu haut de gamme de la gamme RDNA 3, puisque pour l'instant, on a eu, je dirais, le haut et très haut de gamme, et l'entrée de gamme, par contre, tout ce qui est entre deux, pour l'instant, c'est 0. Ça devrait être Navi 32, et celui-ci commence tout doucement à se montrer, puisque là c'est la puce elle-même, et comme on peut le voir, on a notre JCD au milieu comme d'habitude, comme pour RDNA 3, et sur le côté, on n'a plus 6 MCD, là c'est 4 MCD, donc tout ce qui est contrôleur mémoire et tout ça, puisque c'est une puce à base de chiplet ici. Et de tout ce qu'on entend dire en ce moment, par exemple la 7800 XT, on sait toujours pas vraiment si ce sera basé sur Navi 31 ou sur Navi 32, puisqu'il y a plusieurs configurations possibles, puisqu'en gros pour la 7800 XT, AMD pourrait choisir soit de se cantonner à une carte basée sur Navi 32, mais on craint un petit peu que celle-ci soit un petit peu faiblarde pour une 7800 XT, du coup AMD pourrait se reporter sur un Navi 31 un petit peu plus castré que ce qu'on a sur la 7900 XT, ce qui serait pour moi un petit peu plus logique aussi, puisqu'il y a déjà des cartes du côté professionnel qui ont un petit peu cette configuration-là en Navi 31, avec un bus 256 bits et 16 Go de RAM, ce serait plus ou moins, je dirais, idéal pour la 7800 XT. Donc personnellement, j'espère qu'on se dirige là-dessus. Et ce qu'on entend dire aussi, c'est que Navi 32, ça pourrait être tout simplement la 7800 tout court et la 7700 XT, voire une possible 7700, selon que la puce soit plus ou moins castrée. Donc bon,
Quoi qu'il arrive, Navi 32 normalement en configuration maximale, c'est une puce avec 16 Go de RAM. Par contre au niveau des performances brutes, bah, on s'attend quand même à ce que ce soit très très proche de la 6800 XT, voire de la 6900 XT de la génération précédente dans le meilleur des cas. Et ce qui fait dire que ça bouge un petit peu plus par rapport à ces derniers mois, ben, c'est que par exemple on a ASRock qui a mis un listing au niveau de ses futures cartes, et il y a la 7800 XT qui est apparue pour le listing européen. C'est souvent comme ça qu'on voit des fuites de futurs modèles qui pourraient arriver. De ce qu'on entend dire aussi au niveau des fuites, la 7800 XT, ça devrait arriver pour le troisième trimestre. Le troisième trimestre commence maintenant le mois prochain. Bon, à mon avis, la 7800 XT, ça devrait plus arriver peut-être fin août ou au mois de septembre, mais c'est clairement dans ces eaux-là que ça devrait sortir. Alors AMD avait aussi annoncé pas mal de choses dans une conférence il y a une semaine environ, et moi ce qui a retenu un petit peu mon attention, ben, c'est Zen 4C. Alors Zen 4C, c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler depuis un bon moment. Ce serait un petit peu les e-core en provenance de chez AMD, puisque comme on peut le voir ici, la grosse différence entre les cores Zen 4 classiques et les Zen 4C, c'est que la puce est identique. C'est juste que la grosse différence se joue au niveau de la quantité de cache de niveau 3 qui passe de 4 mégas à 2 mégas. Et en gros, amputer la moitié du cache, bah, ça permet à AMD de faire des puces beaucoup plus petites, et du côté des tâches professionnelles, bah, ça peut être intéressant puisque du coup AMD peut mettre beaucoup plus de corps sur un même package par rapport aux Core Zen 4 classiques. Et on sait aussi que dans certaines tâches, du côté professionnel, on n'a pas forcément besoin d'un gros cache de niveau 3. Avoir un plus petit cache mais avoir beaucoup plus de corps, ça peut être plus bénéfique. Donc là, comme l'annonce AMD, bah, ça permet d'avoir 2 fois plus de corps par CCD, ce qui est quand même une hausse quand même assez significative. Et on se demande du coup légitimement, est-ce qu'AMD va pas procéder de la sorte aussi à un moment ou à un autre sur les PC de bureau? Ce serait pas totalement impossible. Alors ça ne veut pas dire qu'on trouvera du Zen 4C dans les gammes grand public, pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé avec les 7900 et 7950 X3D, ben c'est vrai qu'AMD pourrait par exemple faire un processeur plus orienté gaming avec un seul CCD, avec par exemple 8 corps 16 threads comme c'est fait actuellement, et à côté mettre soit plus ou moins de corps avec plus ou moins de cache, puisque par exemple si on veut faire un processeur pour de l'encodage et du gaming, ben on pourrait avoir un CCD orienté gaming et un CCD avec beaucoup de corps par exemple pour faire de l'encodage ou ce genre de truc. Donc c'est vrai que ça laisse quand même pas mal de possibilités. Autre truc qui fait un petit peu débat en ce moment, sur Twitter principalement, ben c'est l'histoire des jeux sponsorisés AMD qui ne proposeraient pas le DLSS également, alors que les jeux sponsorisés Nvidia la plupart du temps proposent à la fois le DLSS et le FSR, voire le XeSS aussi dans la plupart des titres qui sont sortis dernièrement. Et c'est vrai que c'est assez flagrant quand on voit le tableau ici. Par exemple, on voit que sur pas mal de jeux sponsorisés AMD, ben par exemple Jedi Survivor, Dead Island 2, on a aussi Resident Evil 4 Remake, Callisto Protocol, Saints Row, Sniper Elite 5, enfin c'est aussi pas mal de jeux qui ont été en bundle avec les cartes d'AMD, et bien c'est vrai que la plupart de ces jeux-là n'ont pas eu de support du DLSS du tout. Après il y a aussi certaines personnes qui l'ont rajouté par des mods, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de support officiel de la chose. Alors personnellement je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant dans l'histoire, de toute façon les marques, peu importe laquelle, agissent toutes dans leur propre intérêt. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu plus dans l'histoire, quand je teste des jeux à chaque fois, je le précise aussi, quand il y a les 3 upscalers, je dis toujours que c'est une très bonne chose, quand il n'y en a qu'un ou deux, je dis c'est un petit peu dommage, tout simplement parce qu'une fois qu'on a rajouté un upscaler, c'est pas vraiment très compliqué de rajouter les 2 autres. Alors après, bien évidemment, le FSR2 a l'avantage de fonctionner sur tous les GPU du marché, donc c'est vrai que même pour certains développeurs, la solution de facilité c'est de dire « bon, je mets le FSR2, c'est ce qui va coûter le moins cher au total et ça fonctionne sur tous les GPU ». Après, je dirais le problème, entre guillemets, c'est que le FSR2 c'est aussi celui qui propose la moins bonne qualité d'image, donc pour tous ceux qui ont une carte de chez Nvidia ou même de chez Intel, bah pour ces gens-là, c'est plus intéressant d'avoir soit le DLSS ou le XeSS pour pouvoir tirer le meilleur parti de leur GPU. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc après, la question qui traîne en ce moment, c'est est-ce qu'AMD demande justement aux développeurs de ne pas rajouter le DLSS et le XeSS par exemple, ou si c'est juste les développeurs qui s'embêtent pas à rajouter les autres. Puisque par exemple, on peut se dire que les jeux qui sont sponsorisés par Nvidia, forcément ils vont avoir le DLSS, c'est logique. Et c'est vrai que eux, du coup, comme Nvidia les accompagne très probablement pour l'implémentation du DLSS, ben, comme il y a aussi une bonne partie du parc de GPU installés qui n'ont pas accès au DLSS, ben c'est plutôt logique de rajouter aussi une autre option à côté, le FSR2, c'est ce qui fait le plus sens la plupart du temps. Donc c'est pas vraiment hyper surprenant de voir que dans la majorité des jeux sponsorisés Nvidia, on a aussi d'autres upscalers en option. Et à l'inverse, comme je viens de le dire juste avant, dans les jeux sponsorisés AMD, alors AMD aide peut-être à implémenter le FSR2, mais du coup c'est vrai qu'une fois qu'il y a cet upscaler là,
les développeurs ont peut-être pas envie de s'embêter à rajouter les autres, ce qui est un petit peu dommage. Alors après, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a aussi des jeux un petit peu plus anciens, par exemple comme Battlefield 2042, qui est sorti en 2021, qui est sponsorisé Nvidia et qui n'a pas le FSR, il y a juste le DLSS dans le jeu. Ce qui est là aussi un petit peu dommage, personnellement j'aimerais bien qu'il y ait à minima le FSR2 avec, mais c'est vrai qu'à l'époque de la sortie de Battlefield 2042, le FSR2 était encore un petit peu jeune. Peut-être qu'ils auraient pu rajouter le FSR1, mais ils ont décidé de pas le faire. Mais bon, dans le cas de Battlefield 2042, je pense qu'il y avait d'autres soucis à régler que les upscalers, et encore à l'heure actuelle, le jeu arrête pas d'être patché, puisque le lancement avait été quand même assez catastrophique. Donc bref, on verra bien comment tout ça évolue, et si cette tendance se maintient ou pas pour la sortie des jeux sponsorisés AMD par la suite. Petit détour du côté des consoles, une fois n'est pas coutume, avec la Xbox Series X qui va augmenter de tarifs en Europe, et aussi dans d'autres pays du monde, un petit peu comme ce qui s'était passé avec la PlayStation 5 il y a quelques mois déjà, où ça avait aussi augmenté à 550 €, ce qui est quand même une augmentation de 10%. Et c'est vrai que c'est quand même assez surprenant, puisque bon, on est déjà plus de 2 ans et demi après la sortie des consoles en question. D'ordinaire, on arrive à une période où normalement les prix baissent pour ces machines-là, et non pas augmentent. Donc bon, là c'est une augmentation du prix, il y a aussi normalement une augmentation du Game Pass qui devrait augmenter de tarif. Alors après je vous avoue que ça me laisse un petit peu perplexe, puisque bon, par certains côtés je comprends tout à fait que tout ça, ça coûte plus cher à produire qu'au moment de la sortie, très probablement, avec tout ce qui s'est passé entre deux, avec l'inflation actuelle et tout ça. Bien évidemment, les coûts ont très probablement augmenté plus que d'ordinaire, mais c'est vrai que normalement, au plus le temps passe, au plus justement les coûts de production ont tendance à baisser. Donc qu'est-ce qui se passe réellement ici? J'en sais trop rien, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant dans la logique. Même si les prix ne baissent pas, j'aurais tendance à penser que normalement les prix ne devraient pas bouger plus que ça. Bon, c'est malheureusement pas ce qui se passe à l'heure actuelle, et c'est quand même plutôt dommage. Donc bref, c'est vrai que c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec les tarifs des GPU par exemple, qui ont quand même fortement augmenté d'une génération à l'autre. Alors certes, du côté des GPU, on a eu des montées beaucoup plus violentes que ce qu'on a là du côté des consoles, mais ça reste quand même 10% pour les consoles, ce qui est assez énorme. Personnellement, j'aurais bien aimé que du côté des GPU, ce soit 10% uniquement aussi. Ça a été beaucoup plus que ça la plupart du temps. Et en ce qui concerne le Game Pass, apparemment c'est une augmentation d'1 à 2 € par mois, ce qui est quand même assez important. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur comment payer un petit peu moins cher le Game Pass. Je pense que l'astuce de conversion du Xbox Live Gold vers le Game Pass fonctionne toujours. Et si en plus vous passez par un VPN, il y a moyen de payer quand même beaucoup moins cher que le tarif au mois classique. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et tant que ce type de petites astuces fonctionne encore, bon, ça fait jamais plaisir d'avoir une augmentation des tarifs, mais il y a moyen de mitiger un petit peu tout ça encore à l'heure actuelle. Et pour terminer, on a le site d'Nvidia qui vient d'être mis à jour avec quelques informations pour la 4060 qui sort le 29 juin. Alors c'est une date de sortie un petit peu plus rapide que ce qu'on pensait à la base, hein, puisque il y a quelques mois, quand les 4060 avaient été annoncés, c'était prévu normalement pour le mois de juillet. Bon, ça arrive quelques jours avant, mais c'est vrai qu'on attendait plus ces cartes-là aux alentours de la mi-juillet que fin juin. Alors ce qu'il est intéressant d'observer, c'est qu'Nvidia nous annonce déjà par exemple que la 4060 serait 20% plus performante environ que la 3060, et 60% plus performante que la 2060, et 8 fois plus rapide que la 1060. Alors après, ce qui est important de préciser aussi, c'est que comme c'est inscrit en dessous, c'est en 1080p, avec le DLSS d'activer, et avec le ray tracing. Donc pour la 1060, on se doute bien que si c'est un jeu pure rasterisation, ce sera pas 8 fois plus rapide. Donc déjà là, d'emblée, c'est 20% plus rapide dans certaines conditions. Sur l'autre tableau qui a été mis en ligne, bon c'est un petit peu la même chose, c'est encore une fois des jeux uniquement avec ray tracing et avec DLSS d'activer, donc pas de rasterisation brute ici, mais c'est vrai que dans l'absolu, ce que l'on peut observer ici, c'est qu'effectivement la 4060 devrait être environ 20% au-dessus de la 3060 dans ces conditions-là. Donc bref, comme d'habitude, si vous voulez voir ça d'un tout petit peu plus près, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. De toute façon, la 4060, on aura l'occasion d'en reparler dans pas très longtemps. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!